Merci beaucoup Nicolas de m'accueillir ici une nouvelle fois au Château de Charmes, c'est toujours un plaisir. Et je crois que cette année, en 2026, on est à une étape un petit peu importante pour le château et pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement pour ceux qui nous regardent? Oui, tout à fait. Une étape nouvelle qui s'annonce Mhm. pour cette maison qui a survécu à 20 ans d'abandon Ouais. et de pillage. C'est un monument que j'ai repris, j'avais seulement 20 ans, et que j'ai relevé aujourd'hui, vraiment 10 ans. On s'apprête à fêter le 10e anniversaire du sauvetage de Charmes et un chantier qui a été sans interruption. Et un chantier passionnant. Et un changement, oui, un grand tournant qui s'annonce. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de me séparer de Charmes. C'est une décision qui n'a pas été facile, qui a été mûrie, parce que il y a un moment où on arrive dans la passion, où on a fait le tour de la question. Ça, c'est un gros dilemme, parce qu'on se dit, est-ce que je continue avec, avec peut-être pas le même plaisir, voire, j'irais presque aux extrêmes, au désamour Mhm. de la maison. C'est-à-dire que le bouquet, le premier bouquet de fleurs que vous offrez à quelqu'un, vous prenez le plus beau, le plus cher, on va dire. Vous prenez le plus beau des bouquets et vous l'offrez vraiment avec le plaisir. Mhm. Et puis après, quand vous aimez plus la personne, vous faites le bouquet, vous offrez quand même des fleurs, c'est nécessaire. Mais alors, je vous dis pas le poids du bouquet au bout du bras, que ça va être. Mhm. Mhm. Et en fait, je suis à ce point-là. Ce D'accord. qui fait que euh, en fait, je pense, vraiment responsable de le faire, de se dire, ok, on vibre plus avec la maison, euh, le mieux, c'est de s'en séparer pour trouver quelqu'un qui l'aimera comme moi au premier jour, pour pouvoir la transmettre. Parce que c'est vrai qu'on ne vend pas une chambre de bonne à Paris C'est ou sûr. du bétail, hein. Et on parle quand même plus d'une transmission, un passage de relais, qu'une vente traditionnelle. Voilà. Une Mhm. maison classique. Voilà. Et ok, merci pour ça. Et qu'est-ce qui t'a fait justement craquer le premier jour pour imaginer un petit peu le profil de celui qui pourrait te succéder ici? Qu'est-ce qui t'a fait craquer vraiment dans ce château plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui m'a fait craquer? Je crois vraiment la spontanéité déjà de Oui. cette maison. Parce que c'est une maison qui porte très bien son nom, le château de Charmes. Et c'est une maison qui est attachante. Qui est attachante avant tout. C'est une maison d'une force incroyable. Incroyable. Dès qu'on arrive à Charmes, c'est une maison qui ne laisse pas indifférent. Et en fait, il suffit de peu pour, euh, Pour craquer? pour craquer. Et c'est ce qui s'est passé parce que Charmes, j'ai trouvé une maison qui était complètement à l'abandon, squattée, pillée, vandalisée dans tous les sens. Il n'en Ouais. restait plus qu'un souvenir ému des grandes heures de cette maison euh, que j'espère, restitué et rendu sans trop d'écart, on va dire. Mhm. Parce qu'il s'agit de préserver la maison et non pas la transformer, hein. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, celui qui découvrira Charme pour la première fois, j'espère que cet effet fonctionnera. euh, Parce que j'ai eu la chance d'avoir vu, quand je suis arrivé à Charmes, j'ai pas eu peur en fait. Parce que souvent, quand on arrive devant un château en ruine, on se dit, oh là là. C'est ça. Et non, en fait, tout de suite, j'ai vu le dessin que, que je voulais pour cette maison. Et aujourd'hui, je suis allé au bout du rêve. Et j'ai vraiment la projection de ce que je voulais. Ah C'est-à-dire que oui, je suis donc allé vraiment c'est. au bout de ma mission. Et la première fois que j'ai visité Charmes, je savais plus ou moins à quoi ça allait ressembler, euh, tel que j'avais composé cette toile à peindre, quoi. Et nous y sommes arrivés. Oui, ouais, donc là, aujourd'hui, on y est. Et qu'est-ce que tu imagines pour le successeur? Parce que même si tu as terminé ta mission, j'imagine qu'à château comme celui-ci, il y a toujours des choses à faire, à Oui. prévoir, à projeter. Pour mon successeur, il reste des choses à faire. Pas qu'il s'inquiète, hein. Il peut se rassurer. Faut pas s'inquiéter. Non, non, il reste des choses à faire. Et des choses où justement, lui aussi pourra apporter sa strate.
Parce que finalement, une maison comme ça, c'est fait de strates, d'époques, de propriétaires, dépositaires qui s'enchaînent. Mhm. Et l'acquéreur aura encore des choses à faire, chouettes, où il pourra, notamment dans les communs, décider du devenir des communs, où on a un ensemble 19e qui est absolument délicieux. Et là, par exemple, s'il souhaite, il peut le transformer en gîte, en salle de réception aussi. Pourquoi pas? Et on a tous les projets. Génial. Ça, c'est l'avantage. Ça, c'est En super. fait, tout le travail est, j'oserais dire, pré-mâché. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et puis, il y a le 3e étage aussi, s'il veut gagner des chambres supplémentaires. Après, la maison est une maison hybride ici. C'est-à-dire que autant il peut continuer à l'ouvrir au public, Mhm. tel que je fais, parce que ça représente à peu près 15 000 visiteurs par an, ce qui n'est pas rien. Et puis le seul château privé, meublé, habité et ouvert au public du département de la Drôme. Ce qui est aussi une véritable force. C'est sûr, c'est un atout. Ouais. Et voilà. Ou alors en faire vraiment une résidence principale, ça c'est possible aussi. Mhm. Ou encore mieux, garder cet esprit de maison de famille et maison de vacances. Un vrai château à la campagne. Exact. Et Charmes a aussi cette capacité-là d'être facile d'entretien. Et ce qui fait qu'on peut fermer la maison de Toussaint jusqu'à Pâques et de réouvrir la maison de Pâques à Toussaint et d'en profiter. Parce que Ça, c'est c'est une maison un qui est vrai, agréable. ouais. Enfin, et il ne fait pas froid et il n'y a pas de chauffage central. Mhm. Et alors, au début, on peut hurler, mais en fait, pas du tout. On s'en sort très bien. Enfin, on n'est pas grelotté, il fait bon. Ouais, non, c'est confortable, je Ouais. confirme. Je confirme. Ok, super. Et justement, en termes d'entretenir une maison comme celle-ci, est-ce que l'ouverture au public, les visiteurs, les événements que tu organises, est-ce que ça permet de au moins être à zéro à la fin de l'année? C'est-à-dire que les charges sont compensées par les recettes des visites, du public, etc. Pour entretenir une telle maison, est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, oui, ça l'est. Ça l'est Alors, actuellement. on ne devient pas multimilliardaire, hein. Non, mais je préviens. Ouais, voilà. Il vaut C'est pas mieux. le business le plus rentable non C'est plus. pas le business le plus rentable, mais on le sait quand on s'engage sur un tel monument. Euh, les charges courantes de la maison, on a la chance d'avoir des charges qui ne sont pas exorbitantes Mhm, mhm. et qui sont largement supportables. Ok. C'est-à-dire que, bon, là, les visites, tout ça couvre les charges basiques. Et après, tout dépend où on veut mettre le curseur, hein. Mhm. C'est sûr que si demain, vous voulez faire un maxi resort, machin, de toute manière, la maison n'est pas faite pour. Mais voilà, après, c'est... comment dire, chaque maison, en fait, chaque château, je dis pas ça spécifiquement à Charmes, Mhm. mais le volume du château va avec le volume des charges. Oui, Ce qui fait que, pour donner un exemple complètement ubuesque, les charges ne sont pas les mêmes à Charmes qu'à Chambord. c'est sûr. Voilà. Mhm. Ouais, effectivement. Donc c'est proportionnel et c'est largement confortable. Enfin, c'est pas... Oui, oui, c'est pas insurmontable du tout. Et Non, c'est... et on est loin de tirer le diable par la queue, ça c'est certain. Oui. Et puis on est dans une région aussi où il fait quand même assez... Enfin, le climat est très favorable comparé à d'autres régions où les charges même justement de chauffage, etc. sont beaucoup plus élevées. Ici, il y a quand même 300 jours de soleil par an, pas loin, non? Je suis un peu 300. optimiste. Non. Pessimiste peut-être? Ah, Non, je pessimiste. sais pas. Non, à vrai dire, on est dans une région qui est vachement dynamique. C'est la vallée du Rhône, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà, ouais. Et nous avons une des régions les plus riches de France, Mhm. économiquement on parle. Et puis vraiment, enfin, nous sommes dans la Drôme des Collines, et la Drôme des Collines est vachement prisée. Mhm. C'est-à-dire qu'on est vraiment à 2 heures en TGV de Paris, 1 heure de Lyon en voiture, Grenoble aussi, Valence. On est à 2 heures à peine de Genève. De Genève, Et oui, la puis Suisse, bien sûr. la Suisse. Et puis la mer. Oui, Quand on dit, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que Lyon se trouvait sur la route de la soie. Vous faites 1 heure de plus et vous êtes voilà. c'est vrai que c'est pas mal. Et il y a Et l'aéroport, on a 2 aéroports. 2 aéroports, Ouais. ouais. Mhm. Donc vous êtes vraiment aux portes sont du monde. Saint-Exupéry. Voilà. Et Grenoble-Isère. Ah oui, Grenoble-Isère aussi. Ouais. Et on n'est pas loin du ski aussi. L'hiver, on peut aller faire du ski. Alors,
Les Ça, Alpes. tout le monde ne le sait pas, mais j'ai une autre propriété dans le Vercors. Ah oui. Et oui, je suis à 60 km Ouais, ah des oui. pistes. Mhm. Donc, Ça, c'est un vrai rien atout du aussi. tout. Ouais. C'est vrai que stratégiquement, enfin, d'un point de vue localisation, on est vraiment au top ici, c'est vrai. Mm. Ok. Maintenant, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent qui justement sont intéressées, en tout cas ont pour objectif ou rêve d'acheter un château. Et toi, tu l'as fait très jeune, à l'âge de 20 ans, et tu as maintenant une expérience de 10 ans dans la restauration et dans l'entretien d'un château. Donc, tu as certainement un tas de conseils à partager avec celles et ceux qui voudraient se lancer. D'abord, est-ce que tu encourages les gens à se lancer ou quel oui. est... ouais. Je peux laisser finir la question. Non, mais voilà, est-ce que tu encourages effectivement les personnes à se lancer et quels sont, d'après toi, les atouts, ou peut-être même pas les atouts, mais les préjugés, pas les préjugés, si, les préjugés qu'on a sur les châteaux et la difficulté qu'on a, les administrations, l'entretien, la restauration, les artisans, tous ces sujets qui préoccupent ceux qui veulent et qui peut-être freinent ceux qui voudraient éventuellement acheter. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Alors la chose que je dirais, déjà, il faut croire en ses rêves. Ça, c'est la première chose. Mais il ne faut pas se mettre en danger non plus. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce sont des maisons quand même qui sont importantes, qui demandent du soin. C'est une responsabilité, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous partez un peu moins en vacances, elle vous occupe beaucoup de temps, ça c'est sûr. Mais je crois qu'avant tout, il faut d'abord se demander si on a la capacité financière de le faire. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, je vais exagérer un peu, mais c'est une maison que l'on veille en fait comme une personne âgée. C'est-à-dire que demain, s'il y a un truc on va dire, je ne vais pas dire un accident, mais demain, il faut être réactif sur tous les plans. Voilà. Alors, ça faisait beaucoup de questions, donc il faut que j'égrène tout ça. Exact. Si tu peux me les proposer. Non, mais en gros, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut acheter un château et quels sont les préjugés qu'ont les gens sur les châteaux qui est en fait pas si compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est oh là là, les administrations c'est compliqué, les artisans c'est compliqué, gérer avec les architectes c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment si compliqué ou pas? Compliqué, tout dépend de la définition du compliqué pour chacun. En tout cas, ce que je peux dire, tout le secret réside dans l'harmonie. D'accord. C'est-à-dire que reprendre un monument, c'est une aventure humaine aussi. Et puis forcément, vous avez plein de personnes qui vont graviter autour du monument. Et comme tu disais, donc, par exemple, il y a les architectes des bâtiments de France. Alors ça, les architectes des bâtiments de France sont des gens passionnants. Ils ont très souvent mauvaise presse dans le patrimoine. Ils ont dit, oh là, l'ABF. Non, l'ABF, c'est quand même quelqu'un de conseil. C'est quelqu'un qui va apporter même un regard scientifique. Donc, ça, je crois que c'est vraiment... déjà, le premier problème, c'est que on dit que les ABF et ainsi de suite, très souvent, c'est un peu la bête noire. Pas du tout. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est le meilleur allié, parce qu'il va vous concentrer sur votre maison. Donc, par exemple, je me concentre juste sur charme, mais on ne voit pas forcément ce qu'il y a ailleurs. Lui a plusieurs études de cas et il a beaucoup de réponses à nos questions. Et puis, le charme est par exemple un monument qui est inscrit en totalité au titre des monuments historiques, c'est-à-dire extérieur, intérieur. Et cette inscription, forcément, elle va apporter on va dire des aides dans le développement de la maison. Et puis, c'est aussi un excellent garde-fou. La protection, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à caler, ce qui s'est passé à un moment donné à Charmes, des salles de bain d'angle, faire n'importe quoi. Mais le fait d'avoir une inscription, une protection sur le monument, ça aide. Après, il faut un architecte du patrimoine qui va vous aider aussi. Mais tout ça, en fait, c'est une synergie qu'il faut créer.
Et puis après, c'est une relation de confiance. Je veux dire, c'est comme dans toute relation humaine, c'est comme dans toute entreprise. Chaque maillon est important. Alors oui, vous êtes le chef d'orchestre, mais il faut être attentif. Et je crois que la première chose qu'il faut écouter, c'est le monument. Ok. C'est-à-dire qu'il faut savoir, et ça c'est très important, il faut savoir se mettre en retrait aussi par rapport au monument. Certes, vous êtes propriétaire, mais propriétaire d'une maison qui a 1000 ans, il ne faut pas oublier qu'il y en avait d'autres avant vous. Et ça c'est trop important. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut, pour ceux qui peuvent avoir un ego un peu surdimensionné, c'est une belle leçon d'humilité. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Parfait, tu me fais une super transition justement par rapport à l'inscription ISMH. Donc, rappelez qu'il y a 2 types de protection. Il y a le classement MH et l'inscription ISMH qui est l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tout à fait. Ça a des conséquences importantes sur le monument, mais aussi sur le propriétaire en termes de subvention, de degré de subvention qu'il peut éventuellement obtenir dans le cadre de travaux de restauration et d'autres implications. Et notamment, pour le Château de Charmes, est-ce que tu as eu l'occasion justement d'avoir des subventions pour les nombreux travaux que tu as fait ici? Alors pour ce qui est alors déjà entre la différence entre la protection, entre le classement et l'inscription, en effet, il y a on va dire que c'est une protection à 2 vitesses. Alors pour ce qui est de Charmes, en l'occurrence, c'est aussi un autre parti pris, c'est que Charmes n'a jamais reçu une seule subvention depuis le début de l'aventure. Ça veut dire que... Et pourquoi? Et pourquoi? Alors, déjà, c'est un projet que j'ai porté seul, on va dire. Et puis, les subventions, c'est aussi un choix, parce qu'on peut aussi restaurer un château sans subvention. Alors, c'est un autre engagement financier, hein, ça c'est sûr. Mais c'est aussi une sécurité. Parce que... C'est une de mes amies qui a dit ça, c'est qu'en réalité, la subvention, ça vient un peu comme une perfusion, si vous voulez, qui vous alimente. Et puis, bah, il y a un jour où les subventions peuvent s'arrêter. Donc on retire la perfusion. Et souvent, quand on retire la perfusion, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la fin, on retombe malade. Voilà. Et c'est vrai que les subventions, c'est absolument formidable. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir. J'en ai demandé parfois, mais en même temps, le jeu n'en valait pas forcément la chandelle. Donc, c'est aussi une forme de liberté que j'ai. Un stress aussi, hein, c'est normal. Mais comme dans tout projet, il y a toujours des enjeux. Voilà. Mais celui qui reprendra la maison, il a cet avantage-là que si il veut avoir des subventions, il peut. Pourquoi? Parce que en fait, je n'ai pas abusé des subventions. Oui, et je c'est pense qu'ils seront vierge de ce certainement côté-là. ravis. Oui, c'est ça. Et je pense qu'ils seront certainement ravis. Je sais pas s'ils demandent, ils voient arriver sur leur bureau au Château de Charmes, subvention pour le Château de Charmes. Après ce qui a été accompli avec moi, je pense que cela se fera sans peine. Et en termes, là de manière générale, je ne parle pas pour le Château de Charmes, mais en termes aussi de fiscalité, pour celui qui achète le ISMH, ça a un impact aussi sur l'entretien. Il y a des déductions possibles sur les charges, etc. En effet, il y a une fiscalité que l'on dit avantageuse. Alors, je ne suis pas expert, hein. Je ne suis ni avocat fiscaliste, ni tout ça. C'est sûr. Mais en tout cas, oui, il y a un accompagnement pour ce qui fait partie de l'entretien. Et certaines charges, en effet, sont déductibles. C'est toujours un plus, hein, auquel je n'ai pas bénéficié, comme voilà, je sais qu'il y a des travaux d'entretien qui sont accompagnés, et même sur des choses plus basiques, sur l'entretien, par exemple des abords, là où il y a des accompagnements.
Pour ça, ouais, tu as raison de le préciser, c'est que il y a la demeure historique notamment qui accompagne pas mal d'un point de vue fiscal les propriétaires de monuments historiques privés. Ouais. Ça peut être aussi... La demeure historique est une association qui a fêté 100 ans Mm. l'année dernière. Et une très belle association, justement, qui parle aux propriétaires Mm. de monuments historiques, classés ou inscrits. Et puis c'est vrai que la demeure historique, en fait, est vraiment, j'oserais dire, le, le partenaire idéal et qui permet de répondre à quasi toutes les questions que l'on peut se poser. Mm. Et puis la demeure historique a fait des petits, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais notamment avec les audacieux Mhm. aussi. Et les audacieux qui est un réseau de propriétaires gestionnaires, donc la partie entrepreneuriale de la demeure historique, où l'on se retrouve. Donc nous sommes déjà 130 audacieux Mhm. et on se retrouve quasi au quotidien déjà sur des plateformes. Donc c'est un réseau qui est vachement vivant. Et après on se retrouve aussi en séminaire. Et on échange en fait de nos amours et, je ne vais pas dire l'autre, mais de nos embêtements. Voilà. De nos C'est-à-dire défis. que Ouais. oui, des défis. Et c'est vrai que c'est un réseau qui, pour le coup, est bien parce qu'on n'est pas seul. Et quand tu évoquais les appréhensions que l'on peut avoir, justement, c'est de se dire ah, je démarre un tel projet, comment je vais faire? Et puis il y a des réponses qui sortent et qui arrivent justement par ces réseaux-là et qui font gagner un temps fou. Pourquoi? Parce que d'autres personnes se sont On a été engagées et confrontés ont à... confronté, on gagne un temps fou parce que du coup, on posait la question. Et puis il y a quelqu'un derrière, hein, non pas une intelligence artificielle, mais il y a vraiment quelqu'un Mhm. qui a été confronté au problème, qui a dû le résoudre. Et c'est un véritable partage. Et Oui. ça, c'est vraiment important. Nos monuments, nos maisons sont faits pour être partagés de toute manière. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, là, en termes de restauration, ici, tu as fait énormément de choses. Tu es parti, comme tu l'as dit, d'un château abandonné qui était en péril, etc. Et comment tu fais pour organiser un tel chantier? Est-ce que tu te dis, je démarre toute la restauration des pièces en même temps? J'imagine que non. Est-ce que c'est pièce par pièce? Comment tu le décides? Est-ce que tu es seul à prendre cette décision? Parce que c'est beaucoup de personnes veulent acheter un château qu'ils veulent restaurer. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir ton témoignage, toi qui as tout restauré, qui est passé par toutes les phases, et savoir comment on fait, comment on s'y prend concrètement. Comment on s'y prend? Il n'y a pas de recette miracle ou magique. Il y a de la magie, par contre, ça, il y en a. Alors, c'est pour dire, déjà, ce qui est fortement conseillé et dans certains cas obligatoire, il faut un architecte du patrimoine. Que tu peux choisir ou tu dois... Alors, que l'on peut choisir. Et quand on ne connaît pas d'architecte du patrimoine, on se retourne vers les DRAC, qui, eux, ont des recommandations, très souvent. Ou alors après, à travers les amis d'amis, et ainsi de suite. Enfin, il y a toujours un moyen de trouver un architecte du patrimoine. Et tu es libre de choisir, dans l'absolu, celui que tu veux? Je dirais oui. Je n'ai D'accord. pas la réponse oui ou non, mais je dirais oui. Ok. Parce que forcément, c'est une aventure humaine. Donc l'architecte du patrimoine, c'est pas un consultant que vous allez voir 2 heures et dont vous allez vous débarrasser. Donc il faut vraiment avoir une très très bonne relation. Ouais, j'imagine. C'est pour ça J'ai beaucoup de chance d'avoir un excellent architecte du patrimoine qui était aussi ancien ABF de Bourgogne pour le coup. Et je crois que l'architecte du patrimoine, votre architecte, doit être aussi passionné que vous de votre maison. C'est ce que je veux dire. Je vois. C'est-à-dire que c'est un projet que vous portez ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Le phasage, comme je disais, il n'y a pas de recette magique ou même un mode d'emploi, parce que chaque monument est unique et chaque monument a des besoins. Il y a des choses qui sont inévitables. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le clos et le couvert.
Souvent, c'est la toiture qui est important, les fenêtres, enfin vraiment que le monument soit hors d'eau, hors d'air. Ça, c'est le b.a.-ba. Après, comment démarrer tout est à faire, ça c'est certain. Enfin, dans le cas de Charmes, tout est à faire. Il y a des choses qui sont vraiment plaisantes à faire, des choses qui sont beaucoup moins drôles. Et je commencerai par ce qui est vraiment déjà les urgences et ce qui est pas drôle. Voilà. Ouais. Parce qu'après, c'est que du bonheur. Et puis après, le reste, ça se fait naturellement. Alors, est-ce qu'il faut commencer pièce par pièce? Est-ce qu'il faut tout commencer d'un coup? Tout dépend aussi de ce que vous voulez faire de votre maison. Vous voulez l'ouvrir à la visite, et en effet, il faut que les choses soient visibles assez rapidement, ou pas. Hein. Ce qui se passait à Charmes. À Charmes, j'ai ouvert la maison dès le premier jour, presque. C'est-à-dire que les gens ont visité un squat. Une maison, c'est intéressant. Une maison cabossée, une maison écorchée, et avec des plaies qui sont encore ouvertes. Et puis ça a fidélisé mes visiteurs, c'est-à-dire qu'ils revenaient à chaque fois. Pour voir l'évolution. Pour voir l'évolution. Ça, c'est une très bonne stratégie dans le cadre où on veut ouvrir au public pour les visites. Après, pour ceux qui veulent, par exemple, je sais pas, faire de l'hébergement, forcément, les besoins sont différents. C'est-à-dire que au début, moi, je me contentais d'une salle de bain. Enfin, les premières années, c'était salle de bain avec un tuyau d'arrosage. Hein. Et puis, sauf que demain, vous voulez faire de l'hébergement. Vous ne pourrez pas proposer à vos clients ou à vos hôtes de se doucher avec un tuyau d'arrosage. Par exemple. À moins que ça deviendrait une expérience immersive. Hein. Pourquoi pas, c'est innovant. Mais voilà, ça demande vraiment... c'est du cas par cas, il n'y a pas de formule magique. Oui. Mais je crois que toujours une fois de plus, hein, je répète, il faut être attentif et écouter le monument. Oui. Avant tout. Et jongler avec ses besoins. D'accord. Et tu disais justement, il faut commencer par les choses parfois, enfin tu disais les moins drôles, les moins sympas dans la restauration, parce qu'il y a des choses sympas et moins sympas. C'est quoi ces choses moins sympas quand tu dois restaurer Moins sympas, souvent ce sont les choses qui ne se voient pas. Ah oui. Mais qui sont vraiment nécessaires. Je pense, pour Charmes en tout cas, à l'électricité. Il n'y a rien de plus ingrat, parce qu'il ne s'agit pas de tirer des... Alors, au début, on avait des rallonges, c'est formidable, mais ça dure qu'un temps. Et puis, on n'est pas là pour mettre de la goulotte partout. Enfin, il ne s'agit pas de... Comme on dit souvent, une bonne restauration est une restauration qui ne se voit pas. Oui. Donc, ce qui fait que nous avons signé tous les murs. On a passé des kilomètres de câbles partout. On a fait appel à la technologie aussi, à Charmes. Avec un système qu'on appelle KNX, c'est-à-dire que le château est complètement blindé de domotique. Le château a un cerveau. Et des systèmes qui sont notamment repris dans l'aérospatial. D'accord. Voilà, avec un câble bus, enfin un truc, une science moderne qu'on a mis au service du patrimoine. Et qui sert à quoi concrètement au quotidien? Qui sert à quoi? Gérer la maison, c'est-à-dire allumer, éteindre les lumières. À distance. Alors le chauffage, il est uniquement dans les salles de bain. Mais voilà, on peut gérer les chauffe-eau, couper les chauffe-eau, démarrer les fontaines, allumer dehors, fermer, enfin. Et puis ça peut évoluer après pour l'autre utilité. C'est-à-dire que demain, mon repreneur veut faire des gîtes, par exemple dans les communs. Il peut gérer, il peut ouvrir les serrures, fermer les serrures, mettre les alarmes, enfin. Oui, d'accord. C'est vraiment un cerveau. Un cerveau, une troisième personne. Oui, d'accord. Et on n'est pas obligé d'être sur place. Ça se gère, j'imagine, avec Internet. On peut être à l'autre bout du monde. Ouais. Je suis quelqu'un qui ne voyage pas à l'autre bout du monde, donc voilà. Mais déjà... à l'autre bout de la maison. À l'autre bout de la maison, et à l'autre bout de la France. Ça fonctionne très bien. Mais blague à part, voilà, c'est plein d'autres outils qu'on facilite. Mais l'électricité faisait partie des choses pas drôles. La toiture, forcément, c'est essentiel. C'est souvent décrié comme étant un gouffre, mais en réalité, c'est un excellent investissement, une bonne toiture. Parce que du coup, il y a tout le reste de l'entretien de la maison qui en découle. Et ça, c'est trop important, parce que je vois de nombreux chantiers, bien malheureusement, des gens qui s'emparent de maisons qui ne sont pas forcément classées ou inscrites, qui n'ont pas forcément de protection, mais qui, parfois, ça peut être un peu dur pour
pour certains d'entendre ça, mais qui préfèrent commencer à mettre des jacuzzis, des choses pas possibles dans leur château. Mais derrière, on a la toiture qui est crevée. Donc voilà, et ça, on le voit bien malheureusement de plus en plus. Et ça, je tiens à le dire quand même, c'est que le patrimoine n'est pas quelque chose à la mode. Ça le devient, parce qu'on voit de plus en plus d'influenceurs qui se lancent là-dedans. Certes, ils ont tous des beaux projets, hein, c'est pas le sujet. Mais le patrimoine n'a pas à être à la mode, ça c'est certain. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on doit respecter et nous sommes responsables face à ça. Et on doit le transmettre. Et je pense qu'il vaut mieux transmettre un monument en bonne santé, c'est-à-dire, je reprends la toiture parce que c'est quand même le B à pas, C'est sûr. que de transmettre un monument avec un jacuzzi, une salle de cinéma et que tout le reste s'écroule de l'autre côté. C'est triste, mais ça existe. Oui, c'est sûr. Il faut pas le taire, vraiment, parce qu'on a de plus en plus des images qui nous viennent et qui parfois sont même insupportables, parce que ça déconnecte vraiment de l'essence même, ce qu'est le patrimoine. Alors on peut rajouter des strates, hein, on en a vu, et des choses même parfois très heureuses, très belles, mais il faut que ça reste quelque chose de suivi, quoi, enfin en harmonie. C'est toujours l'harmonie, hein, c'est ce qui est le plus important. Le message est passé sur les influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont très bien. On ne peut pas se mettre tous les influenceurs à dos. Mais oui, il faut faire attention. Ouais. C'est vraiment là où il faut faire attention. C'est sûr. Et concernant justement quelqu'un qui débarque dans une nouvelle région, qui vient d'acheter un château, est-ce que tu as des conseils à donner également sur les artisans, le choix des artisans, comment on les trouve, les fournisseurs, etc. Est-ce que tu as des conseils là-dessus de par ton expérience? Des conseils, une fois de plus, l'humain qui est au centre. Et alors ça, c'est vraiment du cas par cas. Parce que souvent, quand on achète une maison, on peut avoir... C'est pour ça que je parle de transmission, hein. C'est-à-dire que avec ça, on va donner les bons tuyaux, on va donner le nom du maçon et tout ça s'il travaille bien. Oui, exact. C'est la recommandation directe. À Charmes, bon, j'ai pas eu cette chance-là. Des artisans, en fait, ils me sont venus à travers les gens du village. Et puis j'ai eu des artisans vraiment en béton. C'est le cas de le dire. Enfin non, pas le cas de le dire. J'ai eu beaucoup de chance pour les artisans à Charmes, parce que par exemple, le maçon, ça fait plus de 40 ans qu'il travaille au château. Ah oui. Ouais. Donc même pendant la période d'abandon, c'était le premier qui allait murer les portes et ainsi de suite pour limiter les pillages et les dégâts. Et ce qui fait qu'il a restauré les choses qu'il avait déjà restaurées il y a 40 ans. Ah, super ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment du pain béni. Il est parti à la retraite l'année dernière. Donc bon. Mais la suite a été prise par son neveu et on a beaucoup de chance. Et puis après, à contrario, il y a des artisans que l'on découvre aussi. Toujours par relation, hein, c'est souvent ça. Donc c'est important, quoi. Le réseau, connaître... Tu parlais du village, c'est aussi, j'imagine, important d'avoir... Il y a une connexion généralement entre le château, très forte entre le château et le village. Cette connexion est importante. C'est une connexion qui est importante, mais qui ne fonctionne pas toujours, hein. Oui, il y a des cas ça existe. Et puis bon, il faut savoir que quand vous reprenez le château du village, tout de suite, on peut vous coller une étiquette sur le front et qui, je veux dire, vous devenez vite après un spécimen, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc après, c'est une question d'équilibre et de volonté. C'est-à-dire, soit vous êtes ouvert et vous voulez partager, soit justement vous voulez votre tranquillité, et ça fonctionne aussi, hein. Donc oui, les deux sont possibles, ouais. C'est sûr. Mais après, voilà, les gens du village souvent seront après vos premiers bénévoles, parce qu'il y a aussi des associations souvent d'amis, donc ça ça existe aussi. Mais après, oui, les bénévoles, par contre, c'est vraiment très important. Ouais. Enfin, j'en ai à Charmes, une quarantaine, et c'est vrai que c'est essentiel. Ouais.
Oui, ils sont très utiles, à la fois pour les tâches concrètes, mais aussi pour la motivation, l'énergie, sentir qu'il y a du monde autour du projet. Ça doit être utile, j'imagine, de l'extérieur. Ça l'est, Mhm. ça l'est, et ça demande aussi de l'énergie, hein, parce que c'est À aussi, l'inverse, ouais, c'est... c'est un échange d'énergie, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Mm. ça. Et elles participent, en tout cas, certaines personnes veulent participer au projet, Tout à s'impliquer, fait. etc. Et on en vient justement à l'environnement direct du château. Donc ça implique la commune, la communauté de communes, les villageois, les commerçants, etc. Ça, si tu peux nous en parler et nous donner quelques informations Oui, là-dessus. quelques informations, on peut en donner en effet. Alors, les gens du village, c'est sûr que c'est aussi le premier contact, parce que comme tu le disais, c'est aussi les premières personnes qui vont à votre rencontre. C'est pas toujours vous qui allez, c'est souvent eux qui se rendent au château, parce que déjà il y a cette curiosité et puis l'envie de savoir, parce que un château, comme je dis, on en est propriétaire, mais finalement notre passage dans la maison, c'est très rapide. C'est très Mhm. rapide, et même quand ce sont des maisons qui sont transmises de génération en génération, c'est la même famille, mais jamais le même propriétaire. Donc, C'est vrai, c'est vrai. donc voilà. Il y a ces deux cas déjà, se dire la personne qui vient acquérir le monument et la personne qui en hérite. Oui, c'est vrai, Ça, c'est important. c'est pas pareil. Celui qui en hérite, c'est le roi est mort, vive le roi. Mhm. Et voilà. Donc c'est toujours bien parce que après les idées changent, les dynamiques changent. Euh, Après, ce qui est important quand on parle pour le coup d'acquisition d'un monument, c'est toujours intéressant de s'intéresser au tissu local. C'est-à-dire voir les dynamiques, voir ce qui se passe, euh, qu'est-ce que font les élus. Voilà, puisqu'il y a des élus qui sont vraiment à cheval sur le patrimoine et c'est vraiment leur fer de lance. Et d'autres où ils auront une attention qui sera ailleurs. D'autres Voilà. priorités. D'autres priorités et souvent plus éphémères, je dirais, vraiment. Mhm. Des priorités qui sont liées avec parfois des actualités et puis des normes. Voilà. En Ouais, France, vous savez que nous sommes faits de normes exact. et que c'est le hobby français. Mhm. Et alors pour dire, je parle des normes, pourquoi? Parce que c'est aussi un point d'attention que je donne et souvent autour duquel on se bat, parce que le monument, c'est un élément du paysage. Du Mhm. paysage, là pour le coup en France, hein, enfin, du paysage français. Et en tant que monument, et on est quand même défenseur et en même temps garant d'un paysage, hein, parce que le château participe pleinement à ça, euh, et bah il y a le souci par exemple de l'éolien. Exact. De l'éolien. Et ça, c'est un sujet qui est omniprésent. L'éolien autour d'un monument historique et dans le paysage en général. Euh, Ces technologies doivent certainement avoir des vertus miraculeuses, hein, mais pas autour d'un monument historique. Ouais. Parce que ça va défigurer le paysage, et d'autant plus aujourd'hui où nous sommes faits d'un monde d'images, bah, vous avez un château avec une éolienne autour, Ça fonctionne pas. pas Ah, terrible, ça va quoi. pas. Donc c'est pour ça que j'attire l'attention sur l'importance de savoir ce qui se passe. Oui, oui, ça c'est très Parce intéressant. qu'un projet éolien peut vite vous ruiner un paysage et même ruiner la valeur de votre maison. Voilà. Oui, oui, il y a ça aussi. Oui, Donc c'est effectivement. pour ça que j'en parle et que c'est un peu un incontournable. Après, souvent, quand vous reprenez le château, ça se passe souvent très bien, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Oui, 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 on veut pas être dramatique non plus. Ouais, c'est vrai Non, non, que. non, Mais non, et puis il n'y a pas à être dramatique. Après, chaque cas est tellement particulier qu'il n'y a pas... oui, c'est Ouais. difficile de donner des conseils vraiment précis, mais par contre des conseils comme tu le dis là, c'est-à-dire s'intéresser au tissu local. Mm. C'est à la fois général, mais c'est vraiment très intéressant et ça donne vraiment l'info. Il faut aller presque à la rencontre du boulanger, lui poser des questions, savoir Tout comment à ça se fait. passe dans le village, etc. Avant de s'enflammer pour un château qui a peut-être
rien de grave dans le château, mais la situation autour peut être compliquée. Oui, c'est vrai, et cela dit, c'est aussi des situations qui se règlent. Qui peuvent se régler, Parce que ouais. souvent, ça peut sortir d'un traumatisme. Enfin, un truc que je peux évoquer et qui est très amusant aujourd'hui, c'est que nous avons eu une bénévole et qui vivait avec sa mère, donc une personne âgée. Et puis, il y avait un mythe qui planait autour du château. Et donc, quand elle habitait avec sa mère, parce que sa mère était seule, donc voilà, et elle avait déjà 60-70 ans, et sa mère était centenaire. Hmm. Voilà. Et quand elle disait ah, je vais au château à sa mère disait non, il faut pas y aller, machin. Pourquoi? Parce qu'il y avait des histoires avant, bah oui, le château était à l'abandon, machin, donc il y a cette mauvaise image. Et c'est là notre rôle aussi de renverser, on va dire, le cours de l'histoire. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette prudence qu'il faut avoir, parce qu'il y a souvent le mythe et souvent les gens qui veulent dire du mal. Alors, il y a des choses qui peuvent être factuelles, hein, ça c'est sûr, Mhm, mhm. mais aussi ce sont souvent les gens qui ne connaissent pas parce qu'ils n'y sont jamais allés. Oui, 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 ouais, Donc c'est d'accord. pour ça, en fait, il faut vraiment faire attention. Et puis, surtout, c'est que 99% des châteaux se trouvent à la campagne. Et bon, les histoires de clochers, c'est pas pour rien. Oui, Vous oui, voyez. c'est sûr, c'est sûr. Donc Mhm. il faut toujours être prudent. Et c'est important d'écouter, mais il faut aussi se faire son propre avis. Et puis, les campagnes sont nourries de ragots. Je me demande si c'est presque pas de l'engrais de la campagne, quoi. C'est sûr. Il faut toujours être prudent avec Et ça. faut être prudent. Ok, eh ben écoute, merci pour ces informations, enfin ces conseils. Et peut-être qu'on peut juste un petit peu maintenant évoquer la décoration d'un château, parce que là on est dans une très jolie galerie que tu as récemment donc restaurée et meublée. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent devenir propriétaires pour meubler, trouver les meubles peut-être ou... Alors, ça, je sais pas si c'est parce que c'est la fin de l'interview, mais c'est la partie la plus agréable. Ouais, Alors, pas forcément la plus simple, mais vraiment une partie, enfin, pour moi, qui est la plus passionnante, parce que je suis également collectionneur. oui, Alors, il y a toujours, en fait, c'est amusant, mais il y a toujours deux scénarios. C'est-à-dire, il y a la personne qui va acquérir un monument, souvent, bah, il peut être déjà meublé. Hein, ça, ouais, c'est il possible. reste des meubles, ou ce que l'on appelle le fond de maison. Mhm. Et après, il y a le cas, comme moi, où j'ai récupéré une maison qui était totalement vide. Il n'y avait rien, on Ouais, avait viré 30 mètres cubes de déchets, de canettes de bière, enfin un truc pas possible, des fauteuils crevés, donc qui était bien parce que ça nous permettait de démarrer le feu. Et après, il y a plusieurs solutions. Euh, pour charme, je disposais déjà, et de par mon histoire personnelle, de beaucoup de choses. d'accord. C'est-à-dire, j'ai récupéré de mes parents qui m'ont quitté il y a bientôt 10 ans, Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de meubles et un mobilier de qualité. Donc, je suis toujours baigné dedans, parce que mes grands-parents aussi avaient aussi un joli château dans le Luberon. Donc, après, on va dire, c'est des reliquats de meubles. Mhm. Donc, c'est les premiers meubles qui sont arrivés. Et puis après, ça se fait au fur et à mesure, souvent à travers des rencontres. Après, bah, bien évidemment, il y a les ventes aux enchères. Alors ça, c'est encore une autre partie de plaisir. C'est comme l'achat d'un château, en fait. On part toujours d'une idée un peu rigoureuse et encadrée, et en fait, ça finit n'importe comment. On finit à traîner des commodes sur le toit de la voiture. Enfin, À voilà, mais l'arrache. c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et puis après, oui, il y a des parties aussi de dons, hein, ça c'est normal. Enfin, ou d'acheter même par ce qu'on appelle communément en maison. Mhm. C'est ce qui m'est arrivé aussi ici. Comme par exemple, j'évoque le mobilier qui se trouve dans le grand salon, Oui. que ce soit les deux grands coffres de Goujon ou encore ce très beau salon avec les Fables de la Fontaine. Ça, ce sont des meubles que j'ai achetés chez des amis parce qu'ils avaient une grande propriété
et leur grand-mère est partie en maison de retraite, donc il faut vider la maison, et puis là on dit ah bah Nicolas. Et c'est très souvent comme ça parce que vous avez le château. Aujourd'hui les canons actuels, bah forcément le mobilier Régence et ainsi de suite, bah, c'est toujours plus difficile à caser. Et très souvent, c'est vient assez naturellement qu'on fait appel à nous et que l'on propose au château. Je crois que c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Oui. Euh, voilà. C'est la partie la plus drôle. Après, comment décorer et ainsi de suite. Je crois que ces maisons, enfin en tout cas, nous propriétaires, gestionnaires, c'est ce que l'on dit quand on ouvre au public et qu'on a une activité, hein, parce que ça se gère comme une entreprise. Et bah là, faut pas oublier que ce sont des maisons qui sont habitées Mhm. et vous n'habitez pas dans un musée. Donc il n'y a pas de règles. Enfin, vous l'avez vu à Charmes, une commode Louis XVI peut se retrouver à côté d'une console Régence et puis une jolie lampe. Voilà, enfin. Oui, et Et l'important, là, c'est c'est que ça tout mélangé. fonctionne. Enfin, C'est que... dans la galerie, on a les portraits de famille et voilà, se conjuguent avec des lithos de buffet et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un véritable mélange. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme au moment où vous héritez d'une maison, qu'est-ce qui se passe? Et bah, souvent, bah, vous avez le mobilier qu'il a depuis la nuit des temps, et puis vous en rajoutez aussi, parce qu'il faut se sentir chez soi, C'est sûr. ça c'est important. Et voilà. Après, le mobilier, bon, on dit souvent, oui, le mobilier ancien ne vaut rien. C'est pas tout à fait vrai, je trouve. Euh, mais voilà, c'est vraiment l'importance, surtout, c'est d'acheter avec le cœur, en fait. C'est ça. Le cœur, ça revient souvent. Ouais. Et là, justement, peut-être pour conclure cette conversation qu'on a eue, parler un peu justement du mobilier ici à Charmes. Donc, dans le cadre de la vente, les meubles, a priori, et tu vas le confirmer ou non, mais vont être dispersés. Et donc, le nouveau propriétaire, le nouvel acquéreur, va avoir carte blanche pour pouvoir éventuellement recréer son univers. Alors, carte blanche, certainement. Et oui, le mobilier, donc ça c'est mon souhait aussi, c'est que le mobilier soit dispersé. Une Mhm. collection, parce que c'est une véritable collection qui a été créée, chaque pièce a été choisie pour résonner avec une autre, et ainsi de suite. Et en réalité, les collections, il n'y a rien de plus vivant. Les meubles que j'ai acquis proviennent forcément d'une autre maison, et ainsi de suite. Ils ont tous une histoire. Et, euh, et en fait, je vais conserver le mobilier auquel je tiens vraiment Mhm. euh, et avec lequel je souhaite poursuivre ma, ma vie, on va dire ça comme ça. Parce que c'est amusant, hein, à 30 ans, disperser une collection à 30 ans, C'est sûr. C'est je pas voudrais courant dire, non du plus. jamais vu. Euh, donc il y a cette dispersion-là, et puis il y a des meubles qui vont rester Mhm. aussi, parce qu'il y a certains meubles, et je pense à la grande enfilade qui se trouve dans les cuisines historiques, c'est un meuble qui a été fabriqué pour le château, Donc là, et c'est qui est vraiment... revenu en fait, Ouais, je et en comprends. gros on le décrit comme étant partie presque de l'immeuble, c'est-à-dire Mhm. qu'il ne bougera pas. Oui, oui, d'accord. Et puis après, le reste, bah, ça c'est vraiment mon souhait le plus profond, c'est que la dispersion se fasse sur place. C'est-à-dire c'est une vente qui aura lieu in situ au château. Ok, Et que les œuvres et les pièces soient vues dans leur contexte, telles que je génial. les ai Ouais, très bien ça. pensées. Et après, bon, c'est sûr que ça sera un moment qui sera assez difficile, mais en même temps, un moment Excitant j'ai aussi. hâte. Ouais, Vraiment, j'ai vraiment hâte de ce moment-là. c'est sûr. C'est sûr que je vais voir partir les choses, euh, mais en même temps, c'est pour en retrouver d'autres derrière, dans une nouvelle maison. Parce que ça, il faut le dire, parce que la raison de la vente Mais aussi, j'allais y venir. Ouais. on peut en venir après. Mais Et surtout, j'ai vraiment hâte en fait de cette dispersion, parce qu'il y a ce côté déjà excitant de se dire, bah, t'as créé quelque chose, et puis tu vas transmettre ta passion déjà. Et je sais forcément que la personne qui va acheter, qu'il soit marchand ou même un particulier ou même
un autre du club Sochâteau, Pourquoi pas. prenne une pièce, et ben c'est une pièce qu'il aimera. Oui. Et d'ailleurs, je crois que ça a déjà un peu commencé, la dispersion. Je suis allé au château de Vaux, dans l'Aube, et j'ai vu un objet qui m'était familier. Est-ce que tu as déjà commencé la vente? Alors, la vente, non. Non, non, non. À Vaux, en effet, chez Édouard, il y a la jolie table de milieu qui était dans le vestibule, qui a atterri là-bas. Et c'est un cadeau que je lui ai fait. Voilà. Mais c'est un cadeau, mais en même temps, c'est vrai que les proportions de la table vont parfaitement à Vaux. Et ici, peut-être que c'était un peu trop étriqué pour le vestibule. Elle était trop grande. Trop grande, je sais pas, parce que j'aurais pu la mettre dans cette galerie qui fait 150 mètres carrés. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu l'as pas fait. Mais je l'ai pas fait, en fait. Et puis, à partir du moment où vous décidez de vendre, vos énergies sont très différentes. C'est-à-dire que vous êtes déjà ailleurs, vous n'êtes plus ici. Et ça, c'est... Ouais, je comprends. En fait, je voulais vraiment commencer, c'était me mettre le pied à l'étrier. Et c'est une grande joie, enfin, je veux dire, maintenant de la savoir là-bas. Et puis, peut-être qu'un jour, lui-même la transmettra. Et voilà, Sûrement. donc c'est... Le mobilier, par définition, est mobile. Hein, c'est pas... C'est ça. Et immobilier, c'est immobile. Enfin, je ne vais pas monter le fil à couper le beurre en disant ça, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Très bien, très bien. Et concernant le château en lui-même, pour venir un peu sur le côté un peu technique, classique, un peu des annonces de vente, mais en gros, on est, la surface. Est-ce qu'il y a un gros terrain autour qui est compris dans le... Ouais. La propriété s'étend sur à peu près 12 hectares. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. 12 hectares où il y a plein de choses. Alors déjà, il y a des vues sensationnelles. On est vraiment sur cette position défensive. Je confirme. Donc des vues sensationnelles où on a des bois. On a donc toute une partie qui peut être aussi agricole. Parce que la Drôme est aussi un des vergers de la France. Et puis, nous avons aussi l'or noir. Alors, on fait un peu concurrence au Périgord. Ah oui. Nous avons la truffe. Oh. Et donc, il y a des truffières au château. Et il y a la possibilité même d'étendre la propriété. D'accord. Avec un voisin qui pourrait être éventuellement vendeur. Voilà, mais la propriété s'étend sur 12 hectares. Et il y a des dépendances ? Il y a des communs, en effet. Des communs qui sont apparus au 19e. Donc, un très bel ensemble, une fois qui est cohérent. On a donc une chapelle, un pigeonnier, une orangerie, un fenil, des écuries. Enfin, oui, il y a de quoi faire. Ouais, d'accord. C'est un peu la surface, on sait à peu près, tu sais, comme ça, de tête. La surface, on a à peu près entre 900 et 1000 mètres carrés de maison. Oui. Et l'ensemble, en fait, ça fait à peu près 1200, 1500 mètres carrés. D'accord. À la louche, hein, j'ai pas de chiffres précis, parce que je les compte pas tous les 4 matins, mais... c'est de cet ordre, ouais. Mais c'est une propriété, justement, qui est agréable et facile à entretenir. Ça, c'est l'avantage. Oui, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec 40 hectares de toiture, 12 000 mètres carrés de commun, et voilà, donc c'est une maison vraiment à taille humaine. Et donc, en gros, quelqu'un qui est intéressé pour acheter le château, combien ça coûte pour avoir le château de Charmes aujourd'hui restauré, etc., avec 12 hectares de terrain ? La question est abrupte, mais essentielle. On est franc, on est entre nous. Tout à fait. Aujourd'hui, Charmes vaut 2 300 000 euros. D'accord. Voilà. Ce prix n'est pas sorti d'un chapeau du magicien, mais d'un travail important et avec plusieurs agences immobilières. C'est-à-dire que j'ai demandé plusieurs estimations, 3 estimations au total, et les 3 sont sortis à ce prix-là. D'accord. 3, ok. Donc, ce qui fait que c'est le juste prix. Et voilà, et c'est important, en fait, de vendre la maison à son juste prix parce que, en fait, on voit de nombreuses annonces et je pense que ceux qui cherchent, je m'adresse à eux, voient toujours la même chose. Toujours les mêmes maisons. Et très souvent, parce que le prix, il est complètement déraisonnable. Délirant, parfois. Ouais. Délirant. Et pas du tout en rapport
avec la maison. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, et puis même pour tout le monde. Donc, j'ai fait ce choix de vendre au juste prix, de pas augmenter quoi que ce soit ou machin. Parce que le but, c'est de transmettre la maison. Oui, avant c'est tout. ça. Et puis voilà, et que ça laisse, parce que je suis conscient qu'il reste des choses à faire. Mais Charme, aujourd'hui, vaut tout restaurer avec les communs. Et Charme, c'est une jolie maison pour 3 millions d'euros. Oui. Le projet. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut compter. Et demain, celui qui a fini le chantier, qui veut la transmettre à son tour, c'est ce qu'il pourra en tirer sans peine. Voilà. Donc Oui, le prix est vraiment réfléchi. Alors, celui qui nous écoute et qui n'a pas forcément l'habitude comment dire, de parler sur des sommes pareilles, c'est pas excessif finalement, parce qu'on avoisine à peu près à 2400 euros le mètre carré. Ce qui est rien. Enfin, je veux dire, à Paris, vous êtes à 10 000 euros le mètre carré. Vous descendez à Nice, vous êtes déjà à 8 000. Là, on est quand même dans un secteur qui est ultra privilégié. Et on est à 2400 euros le mètre carré. C'est rien. Hein, c'est sûr. Et puis de toute façon, quand on achète un château, on n'achète pas des mètres carrés, des hectares, etc. On achète pas seulement des hectares et des mètres carrés, on achète aussi un coup de cœur. En fait, voilà. Si on n'a pas le coup de cœur, on ne va pas acheter le château de Charme. Même s'il y a 2000 hectares, c'est pas une question de... Que ce soit le château de Charme ou un autre, il faut surtout pas... si vous n'aimez pas la maison, c'est même pas la peine d'y penser. Bon, ben voilà, c'est ça. Si ça vibre pas, c'est même pas la peine d'y penser. C'est vraiment, il faut y aller au coup de cœur, et il faut acheter avec le cœur. Il n'y a pas de règle. Donc vous pouvez pas comparer, j'ai pas un château dans la Drôme, un château dans la Sarthe, un château qui se trouve en Bretagne ou en Provence. C'est sûr. Voilà. Alors que une maison traditionnelle, qu'elle soit en Bretagne ou en Provence ou machin, bon bah oui, ça varie en fonction du mètre carré, mais là, chaque monument est unique, donc vous pouvez pas établir. Après, vous pouvez établir des listes de souhaits, des choses comme ça, et ce que vous voulez faire aussi, parce que vous achèterez en fonction de votre projet. C'est ça. Il faut que la maison s'adapte à votre projet. Hors Charme, on a la chance de pouvoir tout faire, ou presque. Donc voilà. C'est un vrai atout aussi, ouais. Mais c'est vraiment important d'acheter surtout avec le cœur. Si vous aimez la maison, c'est fait. Si vous aimez pas, ou je sais pas, il faut surtout pas y aller. Merci beaucoup, Nicolas. Ce sera le mot de la fin. Merci, Olivier. Franchement, c'est sympa de t'être prêté à cet exercice et j'espère que les personnes apprécieront parce que là, on a eu vraiment des informations venant d'un vrai propriétaire qui a une vraie expérience. Donc, et surtout, et je vais conclure là-dessus et je vais le laisser conclure cette conversation pour nous dire que l'aventure est finie bientôt. On croise les doigts maintenant pour toi, ici à Charme, mais ça veut dire aussi qu'il y en a une nouvelle qui va s'ouvrir. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ou pas, ou est-ce que tu n'es pas encore... Vous en dire plus, c'est compliqué parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Tu ne sais pas du tout. Je sais ce que je ne veux plus, ça c'est certain. Ah oui, ok. Et puis il y a des souhaits, toujours. On ne dit pas je veux comme un enfant gâté. Ça ne fonctionne pas, ça ne mène jamais très loin. Exact. Non, c'est surtout des souhaits. Et puis c'est sûr que je cherche maintenant un monument. Donc idéalement un bel ensemble 18e, au milieu de la nature. Voilà. Ah, donc une autre ambiance là, par rapport au 18e. Un autre sujet. Et puis ça, c'est Jean-Louis Rémieux qui disait ça. C'est que c'est une maison que je n'ai pas héritée. Donc j'ai cette liberté de pouvoir en changer. Et ce sont ces mots qui m'ont profondément marqué parce que c'est exactement ça. Nous avons cette liberté de pouvoir changer et c'est ce qu'il a fait quand il est passé, quand il a laissé le château de Grousset pour le château de Digoine. Exact. Et ça, c'est une liberté qui pour nous est immense, vraiment. Et c'est pour ça, c'est ma mission à Charme s'achève ici. La maison est sauvée, j'ai atteint l'objectif, je suis allé au bout du rêve. Et ça, c'est absolument incroyable. Et maintenant, il s'agit de le transmettre pour pouvoir rêver encore plus fort et encore plus loin.
Ouais. Génial. Eh ben, on espère avoir le plaisir de venir faire une vidéo au château dans ta prochaine aventure alors. Ah, j'ai hâte. Et puis ça sera très amusant justement parce qu'on trouvera plein de choses qui viendront d'ici quand même. Ce sera marrant. On va faire. Ça va être marrant. Et ça va être assez émouvant aussi. C'est sûr. Et si je peux me permettre une dernière chose, c'est surtout quand j'ai annoncé la vente de Charmes, parce que c'est quand même tombé comme un cataclysme. Mhm. Mais les visiteurs et les gens qui aiment cette maison m'ont tout de suite demandé où est-ce que je partais. Ah oui. Ouais. Parce que les gens sont attachés à la maison, certes, mais c'est un peu bizarre de le dire, mais ils sont aussi très attachés à moi. Et C'est l'humain. c'est ça. Tu en as beaucoup parlé dans Et cette... c'est-à-dire que cette aventure humaine, les gens veulent connaître la suite. Mhm. Et je sais que je retrouverai les visiteurs. Parce que les visiteurs, finalement, ils viennent de très loin. Mhm. Donc, tant qu'ils me retrouveront ailleurs, C'est sûr. sans peine. Voilà, ça leur donnera de nouvelles destinations, peut-être. Ben, Enfin, voilà. nous serons là en tout cas, avec grand plaisir. Et on est impatients. Ce sera une joie partagée. À très bientôt alors. Merci Olivier. Nicolas. Au Merci revoir. beaucoup. À très bientôt.